Bonjour à toutes et à tous. Donc un petit exercice comme on fait habituellement pour voir un petit peu comment évolue l'économie, les marchés et puis un peu comment s'est positionné. Alors bon, d'abord c'est clair que c'est un exercice de modestie puisqu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait prévues. Et puis quand on s'est vu la dernière fois à l'automne, clairement la situation était assez différente. Tout d'abord, en quelques points rapides sur la macro, je vais essayer de faire assez court. L'idée, c'est de rappeler quand même un petit peu le contexte qui se passe avec la crise en Ukraine. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, ce sont deux pays qui finalement pèsent assez peu dans l'économie mondiale. La Russie, c'est à peu près 2%. Par contre, c'est du risque très spécifique, puisque bon, je pense que maintenant tout le monde l'a en tête, c'est à peu près 10% de la production de pétrole, 17% de la production de gaz et 40% du gaz européen. Donc c'est clairement le premier axe, c'est l'énergie. Le deuxième, on le voit sur certains métaux, certaines céréales, c'est un choc important sur les prix et donc sur toutes les chaînes d'approvisionnement. Le deuxième point, c'est celui de la transition énergétique dont on parlait juste avant avec Cécile. C'est clair que pour l'Europe, notamment pour l'Allemagne, ça va être un gros choc. Il va falloir substituer non seulement tout le charbon, mais aussi probablement le gaz russe. Donc voilà, donc ça va avoir des effets et c'est aujourd'hui assez difficile à ce stade de mesurer quels peuvent être tous les effets directs et indirects de cette crise. L'autre point qu'on peut voir par contre, c'est que ça ce sont les prévisions d'HSBC. Globalement, les attentes de croissance étaient déjà revues à la baisse par rapport à l'année dernière. Alors c'est vrai que l'année dernière est une année exceptionnelle puisque c'était l'année du rebond et de la normalisation. Mais globalement, on rentre dans une tendance de ralentissement de la croissance et on peut penser que c'est un événement qui va augmenter le ralentissement de cette croissance, qui va l'accélérer. L'autre point qui est important, c'est qu'on se rappelle que l'année dernière, l'un des sujets, c'était d'arriver à avoir des biens et de reconstituer les stocks. Et ça, en fait, c'est une crise qui va encore allonger les délais de livraison, qui crée des problèmes, par exemple le fret aérien qui passe au-dessus de la Russie. Donc voilà, donc tout ça, en fait, ça ne fait que renforcer une tendance de fond qui est celle d'une décélération de la croissance et d'une accélération de l'inflation, puisque comme on le voit en haut, donc on a les chiffres de CPI, donc des prix de détail qui sont plutôt en bas. Donc on a vu, on est sur des nouveaux records aux États-Unis autour de 8, en Europe autour de 6, 7. Et puis en haut, ce sont les prix à la production qui continuent à rester très tendus avec les prix du pétrole et de pas mal de métaux. Donc ce qu'on peut penser, c'est qu'on va avoir une inflation qui va continuer probablement à surprendre à la hausse pour quelques mois encore et sans doute qui va être beaucoup plus durable. On parlait d'une normalisation 23, maintenant la BCE la dernière fois a parlé de 2024, donc l'horizon de normalisation est assez loin et ça commence à peser sur le sentiment des consommateurs. Ça c'est aux États-Unis où on voit que finalement les consommateurs sont en train de ralentir, leur propension à achat diminue et c'est ce qu'on voit aussi en zone euro. Donc clairement, une inflation plus haute et probablement des effets sur la dynamique d'achat et de consommation. Alors, si on passe sur les taux monétaires, je pense que c'est là où on voit que l'ajustement est en train de se faire. C'est clairement moins de croissance, plus d'inflation. Les banques centrales doivent choisir l'un des deux thèmes. Et pour l'instant, ce qui l'emporte, c'est le combat contre l'inflation qui est totalement inédit et la peur en fait, de perdre le contrôle de la politique monétaire. Donc aujourd'hui, on voit que les anticipations en haut, ce sont les taux 1 an dans 1 an. Aux États-Unis, on est à 3%. Pour rappel, les Fed Funds sont à 0,25. Donc ça fait un gros mouvement. Et on est sur des anticipations, un cycle de durcissement monétaire inédit si on compare sur les 20 dernières années. Donc on devrait avoir très rapidement entre 250 et 300 points de hausse des taux aux États-Unis sur un horizon 18 mois. Et ce qu'on voit, c'est que le marché, finalement, et c'est ça qui est intéressant en bas, on voit le cumul des hausses de taux, mais on voit que sur les petites barres rouges en bas, c'est dès 2024, le marché commence à escompter déjà des baisses de taux. Et ce qui veut dire que le marché s'attend désormais à un cycle de croissance fort, mais court, avec les banques centrales qui durcissent la politique monétaire et donc qui casse un peu la croissance. Et donc on revient avec un phénomène finalement de normalisation 2024 de l'inflation, mais de début de baisse des taux pour soutenir la croissance. Alors, donc ce qu'on voit depuis le début de l'année, après, ce sont les taux qui montent. Donc on l'a vu, on est sur des hausses de taux. Pour mémoire, début décembre, le taux de l'inflation 10 ans le taux de l'OAT 10 ans était à 0, le taux de l'OAT 30 ans était à 0,70. Aujourd'hui, on est à 1,05 sur le 10 ans, on est à 1,50 sur le 30 ans, donc ça va très très vite. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un mouvement comme ça. La question, c'est est-ce qu'il est durable? Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où l'emballement peut se faire? Et on le voit aussi sur les taux du crédit. Alors il y a une petite typo, c'est pas 3,66, c'est 3,86 sur le taux du crédit US, le taux générique. Et on voit qu'on est revenu quasiment sur des plus hauts de ce qu'on avait connu pas loin de la crise du Covid, quand les spreads s'étaient beaucoup écartés.
Donc pour nous, on va le voir après, c'est une opportunité parce qu'on voit qu'on a un ajustement rapide des taux, un écartement rapide des spreads. Il y a eu un petit mouvement panique et en fait, pas beaucoup de liquidité, ce qui fait que tout est en train de finalement de s'écarter, même si on voit un petit retour sur les spreads depuis quelques temps, puisque comme on va le voir sur le slide suivant, qui concerne les actions cette fois-ci, en fait, cette crise, elle ressemble un petit peu au phénomène Covid, c'est-à-dire qu'on a eu une chute brutale, probablement beaucoup de leviers dans le marché qui s'est coupé, et puis en fait des gens qui sont revenus faire des achats opportunistes en se disant bah, finalement on va vite tourner la page et ça va. Donc ça va s'arranger. C'est ce qu'on voit sur la fin de course, puisque les marchés qui étaient plutôt en début d'année, notamment les marchés actions qui craignaient la hausse des taux, et notamment tout ce qui était valeur de croissance avait beaucoup baissé, et là en fait on a réeffacé une bonne partie du mouvement. Donc en fait, à part sur les pays émergents et sur la Chine notamment, où il y a les problèmes sanitaires et les problèmes de Covid qui sont en pleine résurgence, on voit un rebond très rapide des marchés actions qui nous surprend, pour être sincère, parce que ce qu'on voit, c'est que la dynamique de résultats et de révision des résultats est en train de baisser fortement. Donc en fait, il y a finalement une certaine, disons, opposition entre les marchés qui sont très positifs et les tendances micro qu'on voit et qui sont liées aussi à la hausse de l'inflation qui va peser sur les marges et probablement le ralentissement de la croissance. Alors ce qu'on a pu faire, donc c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus en termes de gestion, bah, comme vous le voyez, on a été assez actif sur les taux. On a acheté presque 640 millions, ça doit être arrêté au 15 mars à peu près. On a vendu un petit peu, on a vendu des papiers courts pour se refaire de la liquidité, pour revenir sur des maturités plus longues. Donc à peu près 550 millions d'achats nets et 640, comme je disais, en brut. On a vendu des actions en début d'année. On était assez, nous, pas aussi confiants que le marché, puisqu'on voyait que les taux montaient et on pensait que ça allait quand même. Les banques centrales avaient l'air résolues dans leur politique de durcissement. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, on a réduit au fil de l'eau la maturité de nos achats. Et la bonne nouvelle, c'est comme vous le voyez, on a un taux à l'investissement d'1,07 qui est en train d'augmenter, puisqu'en ce moment, on est plutôt autour de 1,50 dans les nouveaux achats. Donc, en fait, ça permet d'améliorer la richesse actuarielle du portefeuille. Et on essaye d'accompagner le mouvement. On ne sait pas jusqu'où ça ira, mais on pense que c'est le moment quand même d'acheter, même si les taux peuvent aller plus haut. On pense que le cycle sera court et que voilà, les banques centrales, à un moment, seront aussi un peu bloquées dans leur mouvement par la croissance. Et le dernier point, peut-être, c'est celui sur l'allocation, donc qui est peut-être le plus important. Donc, comme vous le voyez, on a réduit notre exposition action. C'est un choix volontaire qu'on a fait en début d'année. Ça nous a permis aussi de sécuriser quelques plus-values pour la production financière de cette année. Donc, qui est, en fait, notre budget de plus-value est entièrement réalisé. Vous voyez dans les INC, donc le non coté, une hausse qui s'explique sur 2 points. D'abord l'immobilier, puisqu'on a fait le projet Lamartine, donc on a racheté en fait ACDC Habitat, son portefeuille de logements intermédiaires. Donc c'est une réorientation du portefeuille vers le résidentiel qui aujourd'hui nous paraît le segment où il y a peut-être le plus de visibilité et une rentabilité associée intéressante. Et puis de l'infrastructure, puisqu'on a mis une partie du dossier Suez que CNP a investi avec Meridiam dans le cadre du rachat de Veolia qui a dû céder Suez France. Et donc voilà, c'est ce que vous voyez dans la hausse de l'infra. Et puis sur les taux, donc en fait un renforcement du taux État, puisqu'on a commencé par acheter plus tôt dans la hausse des taux la partie 15 ans. Et puis, comme je le disais, on est en train de basculer plutôt sur le crédit aujourd'hui. Et donc, en fait, on avait été un peu défensif en fin d'année dernière en accumulant de la trésorerie. Et on est en train finalement de la réduire, puisque là, les conditions nous paraissent quand même assez satisfaisantes pour déployer le cash. Voilà, et je crois que j'en ai fini. Donc en fait, en synthèse, une vision assez prudente parce que pour nous, le V paraît un peu optimiste par rapport à toutes les incertitudes. La croissance va probablement ralentir, l'inflation n'est pas encore maîtrisée et on ne sait pas où ça va. Donc voilà, donc pour l'instant, aujourd'hui, on est très prudent et on préfère en fait être assez défensif sur les actions et par contre sur les taux accompagner le mouvement parce que pour nous, c'est un moment un peu intéressant par rapport à la pénurie de rendement qu'il y a eu ces dernières années, qui nous paraît être une opportunité d'accompagner, comme je le disais, le mouvement. J'anticipe une question sur l'exposition Russie-Ukraine. C'est extrêmement marginal. On doit avoir aujourd'hui sur tout le groupe CNP, sur 300 milliards de bilan, une trentaine de millions d'expositions sur la Russie, un peu moins de 10 millions sur l'Ukraine. Voilà, pour nous, ce n'est pas un sujet. Tous les effets collatéraux, après, en fait, c'est du cas par cas, c'est société par société. On l'a vu sur les cotes européennes.
Voilà, il y a des sociétés, parce qu'elles ont une exposition type Renault, qui est une société sur laquelle on est assez peu exposé, la CNP par exemple, bah voilà, du fait de la présence d'Avtovaz, le titre est massacré. Voilà. Total également, oui, qui a 20% d'un producteur de gaz. Voilà, mais c'est du très spécifique. On a essayé de voir un petit peu dans notre exposition société par société. Je ne pense pas être vraiment très exposé à ce stade, quoi. Le sujet principal, ça reste quand même aujourd'hui l'impact inflation et taux, et l'impact donc taux via les banques centrales et marge des entreprises, parce que ça, par contre, ça peut être pénalisant.